Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce soir, à la une de cette édition, l'exécutif s'engage à tenir ses promesses, notamment en ce qui concerne la construction de diverses infrastructures nécessaires au développement de Madagascar. Mais loin de se contenter d'imposer son autorité, le gouvernement a ouvert un dialogue avec la population et tente de trouver avec elle des compromis afin que le peuple ne se sente pas lésé. C'est le cas par exemple à Mbuji-Manzak en ce qui concerne le projet Tanamaswinj. Les détails dans l'éditorial de Gaëtan Adjetslav. Le projet Tanamaswinj, une solution proposée par le chef d'État pour désengorger Antananarive, s'est retrouvé cette semaine au cœur d'une polémique. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics s'est clairement expliqué sur l'opposition de certains politiciens et groupes de personnes à ce projet, en citant en particulier les députés du parti TIM, une opposition sans fondement selon ses dires. Des citoyens, des élus, mais également des sociologues ou encore des historiens se sont également exprimés à ce sujet et tous s'accordent à dire que c'est à l'époque de la royauté que la construction de nouvelles villes sur des collines était nécessaire, principalement pour une raison de sécurité. Actuellement, la situation est différente. La principale zone bâtie de la capitale ne suffit plus aux habitants et n'offre plus la possibilité de nouvelles constructions. Une extension de la ville est donc nécessaire. La ville d'Émile devait à la base accueillir près de 160 000 habitants et pourtant on y compte à ce jour près de 2 millions d'habitants sans compter les visites passagères. Résultat, la ville devient insalubre, les bouchons s'amplifient et l'insécurité s'accroît. La construction d'une nouvelle ville à 10 minutes de trajet de celle existante apparaît donc comme la solution la plus adéquate au problème. Une nouvelle ville qui sera reliée à plusieurs zones de la capitale. On y retrouvera des infrastructures commerciales, un hôpital, des entreprises, des écoles, un stade, des centres culturels, des hôtels, des bâtiments publics et bien sûr des logements. Ce projet fait partie des promesses faites par le chef d'État au peuple malgache pour le développement de Madagascar, raison pour laquelle l'exécutif s'engage à trouver des compromis et des solutions pour dédommager les propriétaires dont les terres sont impliquées dans la construction de cette nouvelle agglomération. Le gouvernement a ainsi ouvert le dialogue avec les habitants de la commune concernée, preuve qu'il se soucie réellement du bien-être de la population et de ses intérêts, et qu'au lieu de se contenter d'imposer, il prend la peine de communiquer. Sur un tout autre sujet, les résultats des épreuves du baccalauréat sont sortis officiellement ce matin pour la première session de cette année 2019. Le taux de réussite pour Antananarive s'élève à 40,56% selon les informations reçues de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour ceux qui ont échoué, le dit ministère est en train d'organiser la deuxième session prévue la semaine prochaine. En parallèle, la majorité des élèves qui ont réussi leurs examens savent déjà quelle filière ils comptent suivre à l'université. Toujours en ce qui concerne l'éducation, l'ancien calendrier scolaire est de retour pour l'année scolaire 2019-2020. Une information communiquée officiellement par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel. Un reportage de Gaëtan Adjetslav. Pour l'année scolaire 2019-2020, dans tous les établissements publics de Madagascar, la rentrée du personnel enseignant et administratif sera pour le 23 octobre 2019 et celle des élèves pour le 28. Ce calendrier sera à nouveau divisé en 3 trimestres, soit du 28 octobre au 20 décembre 2019, du 6 janvier au 8 avril 2020 et du 20 avril au 30 juin 2020. Au niveau des pauses, on aura les vacances de Noël du 21 décembre au 5 janvier, les journées des écoles du 26 au 28 février, les vacances de Pâques du 9 au 19 avril et la fête nationale le 26 juin. Les grandes vacances commenceront début juillet. Quant aux dates des examens officiels à la charge du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel, pour l'enseignement général, on retrouve le CEPE qui se tiendra le 7 juillet 2020, le BEPC du 20 au 24 juillet 2020, le CAEEP du 20 au 30 septembre 2020 et le CAPEP du 27 au 28 octobre 2020. Pour l'enseignement technique et professionnel, le concours d'entrée pour la première année au lycée technique et professionnel se fera les 28 et 29 juillet 2020, le CFA entre le 3 et 5 août 2020, le BEP entre le 10 et le 13 août 2020 et le CAP entre le 17 et le 20 août 2020.
Dans l'actualité sociale, le projet Tanamar en est aujourd'hui à sa 8e édition. Si le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics a opté pour un nettoyage de leurs locaux, le ministère de la Communication et de la Culture a préféré choisir d'agir dans 3 zones différentes au sein de la capitale, Miantarangianaïf. La 8e édition de l'action sociale Tanamar s'est tenue aujourd'hui. Au cours de ces derniers mois, le message et les valeurs que l'exécutif voulait faire passer au peuple en leur donnant l'exemple à travers ce projet commencent peu à peu à se transmettre. Il s'agit principalement de l'entraide, du respect du bien d'autrui et de la culture de responsabilité. Pour le ministère de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et des Travaux publics, c'est un nettoyage de leurs locaux qui a été choisi pour cette journée. Le Tanamar est agréable à faire, les collègues sont venus nombreux pour cette journée. Le principal avantage de cette action, c'est qu'elle renforce nos liens et la communication entre tous les employés du ministère. Tout le monde travaille ensemble, quel que soit le poste que chacun occupe. En ce qui concerne le ministère de la Communication et de la Culture, c'est sur 3 zones de la capitale que cette action s'est étendue ce jour. Les fonctionnaires de ce ministère se sont donc donné la main pour nettoyer les déchets au niveau du Fouktan 3G Hangar, un endroit où sont cumulées des ordures provenant des 4 Fouktans environnants. Outre cela, ils ont également nettoyé la résidence de l'ancien Premier ministre Rainlé Arvoun à Mboutsir et enfin ont contribué à l'achèvement des travaux de réhabilitation d'une infrastructure routière de Sonéran avec l'aide des membres de la CAPSAT, travaux que l'équipe de ce ministère a débuté le 17 août dernier. Pris 2 mois pour réhabiliter la route. On a eu beaucoup d'aide, d'ailleurs très précieuse, de la part des habitants premièrement, et puis des donateurs, de certains éléments de l'armée comme CAPSAT ou encore le RTS. Et voilà, ce qui a été promis a été fait. Donc aujourd'hui, nous avons souhaité remettre officiellement à la population de Soignérin, aux habitants et aux riverains aussi de cette route, les travaux effectués. La réhabilitation de cette infrastructure routière a été prise en charge par ce ministère à cause des nombreuses plaintes reçues par les habitants et vu que le principal responsable, qui est la commune urbaine d'Antananarivo, n'y a prêté aucune attention depuis 2 ans. Toujours dans l'actualité locale, de passage à Intirabé, le président Andradzuel a eu une journée chargée. Il a procédé à la pose de la première pierre de plusieurs infrastructures et a effectué par la même occasion plusieurs visites pour favoriser le développement de la région du Vakna-Karaj. Henri Florian. Le président de la République a été de passage dans la région du Vakna-Karaj aujourd'hui afin de promouvoir le développement de cette région. Le chef d'État a procédé à la pose de la première pierre de plusieurs infrastructures, dont celle d'une nouvelle université publique. Un des projets phares de la promesse présidentielle, cet établissement est censé ouvrir ses portes l'année universitaire prochaine. Toujours dans le but de favoriser le développement de la région du Vakna-Karaj, plusieurs projets sont en cours de finalisation ou ont déjà été mis en place. Outre les projets portant sur la construction d'infrastructures, un des défis du chef de l'exécutif est d'aider les jeunes et ceux qui travaillent dans le secteur agricole, raison pour laquelle il a effectué une descente au centre de formation agricole situé dans cette région pour faire don d'engrais et de semences avant de se rendre à Anjaikib, à l'endroit où est prévue la construction d'un barrage conçu pour faciliter l'accès de la population locale à l'eau potable, des travaux qui devraient s'achever avant la fin de l'année. Le président de la République a clôturé son passage dans la ville d'Eau par une visite du parc de l'Est-Lassa. Cette ancienne usine de transformation du lait a été fermée depuis 18 ans, mais grâce à la contribution du régime actuel, on a pu procéder à sa réouverture. Passons maintenant aux actualités internationales. En Catalogne, la violence ne s'essouffle pas. De violents affrontements entre militants indépendantistes radicaux et forces de l'ordre ont en effet provoqué des scènes de chaos hier soir dans le centre de Barcelone après une manifestation pacifique monstre contre la condamnation des dirigeants indépendantistes. Au bilan, au moins 182 blessés dans l'ensemble de la Catalogne. France 24. Le centre-ville de Barcelone en plein chaos. Une nouvelle fois dès la nuit tombée, des indépendantistes radicaux affrontent les forces de l'ordre. Des feux sont allumés sur la place de la Catalogne, en haut des célèbres Ramblas. Au jet de projectiles, les unités anti-émeutes répondent par des gaz lacrymogènes. Près de 130 personnes ont été interpellées depuis le début de la semaine.
Ces violences ne resteront pas impunies, promet le ministre de l'Intérieur depuis Madrid. À ces groupes minoritaires, je veux envoyer le message suivant. Nous appliquerons avec la plus grande fermeté le code pénal face à l'indépendantisme violent. Avant ces troubles, la manifestation avait réuni plus d'1 demi-million de personnes durant la journée dans une ambiance festive. Ces rassemblements indépendantistes sont quotidiens depuis lundi, après la condamnation de 9 dirigeants séparatistes à de la prison ferme pour leur tentative de sécession en 2017. Une convergence de cortèges venus de 5 villes de Catalogne avec un mot d'ordre, liberté. Je pense que nous devons aller plus loin maintenant. Il ne s'agit pas seulement d'indépendance, c'est une question de droit et de défense d'une bonne cause. C'est tout ce qu'on peut faire. Nous ne perdrons pas espoir et nous verrons ce qui se passe. Il est certain que tous ensemble, nous ferons plus que de rester à la maison. Une grève générale a aussi perturbé la Catalogne ce vendredi. À Barcelone, la basilique de la Sagrada Familia a dû fermer ses portes. En football, le Classico Barcelone-Real Madrid, prévu le 26 octobre, est lui reporté à une date ultérieure. Situation compliquée aussi dans les transports. Plus de 50 vols ont été annulés et la frontière franco-espagnole a aussi été quasi paralysée, à moins d'1 mois des prochaines élections législatives. Au Liban, le Premier ministre Saad Hariri a donné 72 heures aux membres de la coalition gouvernementale pour soutenir ses réformes économiques au deuxième jour de manifestations massives contre la classe politique accusée de corruption. Une annonce faite hier, mais qui ne semble pas avoir suffi à calmer les manifestants. Plus d'informations dans ce reportage de France 24. L'atmosphère est de plus en plus tendue. Manifestants et policiers se font face à coups de pétards et de gaz lacrymogène. La scène se déroule à 2 pas du bureau du Premier ministre, dans le centre de Beyrouth. Face à la corruption et la cherté de la vie, les habitants sont excédés. Je crache sur ce gouvernement, je lui crache dessus. L'annonce du Premier ministre quelques instants plus tôt n'a pas suffi à apaiser la foule. Saad Hariri a lancé un ultimatum aux membres de la coalition gouvernementale pour s'accorder sur des réformes et rétablir l'ordre. Je donne à nos partenaires au gouvernement un délai de 72 heures pour qu'ils nous donnent une réponse claire, définitive et convaincante, assurant que nous avons tous opté pour des réformes pour arrêter la corruption. En ce deuxième jour consécutif de manifestation, les institutions publiques, les banques ou encore les écoles sont restées fermées. Les Libanais ne décolèrent pas depuis que le gouvernement a annoncé une nouvelle taxe sur les appels effectués via les applications de messagerie Internet. Malgré l'annulation de cette mesure, certains appellent à la démission du gouvernement. Ce mouvement de protestation est le plus important que le Liban ait connu depuis 2015. Un bref retour sur les grands points de ce journal avant de nous quitter. De passage à Antirabé, le président Adrazouel a eu une journée chargée. Il a procédé à la pose de la première pierre de plusieurs infrastructures et a effectué par la même occasion plusieurs visites pour favoriser le développement de la région du Vakna-Karach. L'exécutif s'engage à tenir ses promesses, notamment en ce qui concerne la construction de diverses infrastructures nécessaires au développement de Madagascar. Mais loin de se contenter d'imposer son autorité, le gouvernement a ouvert un dialogue avec la population et tente de trouver avec elle des compromis afin que le peuple ne se sente pas lésé. Au cœur de Barcelone, des militants indépendantistes radicaux ont affronté les forces de l'ordre hier dans la soirée. Les violences qui ont provoqué des scènes de chaos ont fait au moins 182 blessés. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre attention. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir.